ça c'est une lame en inox 440, appelée également inox chirurgical. Donc un acier très dur et très compliqué à aiguiser. Après la provenance du couteau nous vient de la coutellerie David à Thiers. Donc leur logo, c'est l'arbalète que vous avez sur la lame. Autre spécificité de certains artisans de Thiers fabriquant le layol, c'est qu'ils ont les mitres qui sont ciselés de traits de part et d'autre. Alors que nous ici à la forge notamment, elles sont lisses. D'accord. Voilà. Autre particularité pour ce couteau, le ressort est en carbone, en acier carbone, d'où son oxydation. Voilà. Et donc David, ça date de 1800, enfin c'est une... 1810. 1810. Ce qui est peut-être dommage, c'est que l'aïeul n'ait pas déposé la marque. Et ouais. Non, disons, depuis la création du couteau, toutes ces anciennes générations de couteliers layolais n'avaient jamais déposé de brevet afin de protéger les premiers modèles qu'ils avaient réalisés et surtout de protéger ce nom layol. Est-ce que c'est Thiers qui a repris à un moment Oui, alors disons que voilà. Il faut savoir que le layol a été créé en 1828-1829 et c'était en quelque sorte pour satisfaire aux besoins de la population locale du plateau de l'Aubrac. C'est-à-dire que le layol, avant d'être connu dans le sud Aveyron, il était vraiment destiné à cette population nord-aveyronnaise. Nord-aveyronnaise, un petit peu de la Lozère également, et un petit peu du Cantal, puisqu'une partie de ces trois départements forme le plateau de l'Aubrac. Et donc voilà la raison du pourquoi de la création de ce couteau, sachant qu'auparavant, il y avait il disposait d'un couteau qui était en quelque sorte comme un couteau de table, non fermant, appelé le Capuchado. C'est un couteau que nous, la forge, depuis une dizaine d'années, voire un petit peu plus, on a remis un peu sur le marché. On l'a également relooké par rapport à sa création. Voilà. C'était un couteau que les dames utilisaient notamment lorsqu'elles partaient pour les travaux à l'extérieur, au champ notamment, donc en le portant dans des paniers, accompagné du repas. Et les hommes le portaient à la ceinture, un peu comme un petit poignard, puisqu'il ne se pliait pas. Et donc le layol a remplacé progressivement ce Capuchado, sachant que les premiers layols pendant à peu près 2 décennies à peine étaient un couteau à cran d'arrêt. Oui, il n'y avait pas de ressort en fait. Il y avait un ressort. Il y avait un ressort quand même. Oui, mais il était fait comme ça. Voilà, vous aviez donc vous aviez la partie avant du ressort, c'était une petite galette là, vous voyez, qui était légèrement biseautée de part et d'autre, et qui a la lame, sur la lame vous aviez ce petit éton là, petit éton qui s'emboîtait sous le ressort là, sous cette galette là. Et donc vous aviez, pour le soulever, vous aviez ce petit anneau. Et là, donc, cette petite galette ovale biseautée s'appelait la mouche. D'accord. Et à partir des années, je dirais, 1880, la mouche a été progressivement décorée par un trèfle, tout un tas de petits motifs comme ça, voir la coquille Saint-Jacques, voir la fleur de lys. Avec le passage de Saint-Jacques. Et c'est à partir de 1909 donc, que sont apparues l'abeille que chaque artisan à l'époque, aussi bien à l'aïeul qu'à Thiers, sculptait suivant leur imagination.
D'accord. Donc voilà un peu l'évolution de ce ressort, la technique de ce ressort. De manière un peu à ce que les gens voient, donc l'évolution technique du ressort, hein, avec des abeilles plus ou moins simples, plus ou moins sophistiquées, et également les guillochages, voilà, qui ornent le ressort. Donc voilà, ça c'était un peu à mes débuts. Aujourd'hui je fais mieux que ça. Hein. Oui, mais c'est beau quand même. Créer ce couteau. Hein. Alors, je pense, et beaucoup sont de mon avis d'ailleurs, hein, on pense qu'ils n'ont jamais eu déjà l'idée de protéger, hein, parce que pour eux, il fallait un couteau dans le pays là. Il fallait un couteau de poche. On va faire quelque chose et puis voilà. Sauf que progressivement, ce couteau a été connu dans toute l'Aveyron, dans la Lozère, le Cantal, le Lot. La Manche. Voilà. Puis après, lorsque vous avez eu le début de l'exode des Nord-Aveyronnais déjà, qui ont quitté le secteur là, pour aller travailler chez les Bougnats et sur Paris, les brasseries et tout ça, ben, ils ont fait suivre dans leur poche le couteau. Et là-bas, ils l'ont fait connaître aux Bretons, aux Alsaciens, aux Parisiens. Oui, hein. Et voilà, donc la demande s'est amplifiée sur le marché. Par contre, la production locale, que ce soit à l'Aïole, que ce soit à Estalion, à Millau, à Saint-Urcise, hein, il y avait tout un tas de bourgades locales qui le fabriquaient, mais ça n'allait pas très très vite, puisque tout se faisait manuellement dans les pièces. Et on arrive en gros dans les années 1880-90, et des couteliers thiernois viennent présenter leur savoir-faire technique et industriel dans la fabrication des pièces au Laïolais, et très rapidement, ces coutelleries locales ont cessé de fabriquer manuellement les pièces. Ils les ont faites venir de tiers et ils se sont consacrés uniquement au montage, à l'assemblage des couteaux pour aller plus vite dans la production. On arrive quelque part à la Première Guerre mondiale et là, vous avez donc sur l'Aubrac une première cassure, je dirais, dans la production locale de ce couteau, avec bien sûr le départ à la guerre de toutes sortes, enfin, de tous ces jeunes, hein, oui. Qui travaillent dans les fermes ou dans les coutelleries ou autres, ben, ils sont partis à la guerre. Malheureusement, certains ne sont pas revenus, d'autres revenus certes, mais aussitôt revenus, aussitôt repartis à Paris pour travailler, hein, dans les cafés, où financièrement c'était plus intéressant qu'ici dans des ateliers de coutellerie. Et là, ben, les Thiernois qui avaient apporté une vingtaine d'années avant leur savoir-faire dans la fabrication des pièces ont dit aux artisans locaux, mais ce couteau est très demandé en France, hein, on va vous aider également dans la production. Hein. Alors tout en produisant les pièces pour les Laïolais, ben, ils ont également assuré à tiers du montage du couteau. Vous avez eu la Deuxième Guerre mondiale, donc les mêmes problèmes, hein, et surtout ici localement, beaucoup de ces familles coutelières, par absence ou par manque, je ne sais pas comment vous dire, de reprise de ces ateliers-là familialement. Tout est tombé. Ben, ça a fermé progressivement. Et on arrive à 1950-1955, où il ne reste plus qu'à l'Aïole deux coutelleries. La plus ancienne, toujours présente aujourd'hui, la maison Calmel, hein, et la coutellerie Glandière, sachant que ces deux familles ne faisaient plus aucun couteau, ils les faisaient venir de fabricants à tiers. Tout était complètement à l'abandon ici. Et les Thiernois, voyant que ce couteau était énormément vendu, énormément commercialisé en France et peut-être déjà un peu à l'étranger, hein,
style Allemagne, Belgique, voilà, mais ont assuré seuls de 1955, je dirais, à 1985, la fabrication du layol. Et aujourd'hui, donc depuis 1985, on refabrique le couteau de layol, à Espalion, et à Thiers. Donc voilà, vous avez en gros, alors je ne veux pas vous induire en erreur, mais 100% de la production française, 70% à peu près, est faite à Thiers, le reste ici à Layol.